Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, l'émoi à Kaffrine, 2 corps d'enfants retrouvés noyés dans les eaux entre les villages de Taïba et Kurdemba. Ils étaient portés disparus depuis hier. L'affaire émeut tout Kaffrine ce soir. 5 ans après la mort de Bassirou Faye, le père de Mohamed Bougaleb prend la parole sur TFM. Il présente son fils comme l'agneau du sacrifice dans cette affaire. À l'université Cheikh Anta Diop, les étudiants ont organisé une journée de prière en l'honneur de leurs défunts camarades. Et puis le ministre de l'Environnement va déposer le boulet de 500 tonnes de déchets toxiques dans les fours des cimenteries du pays. L'annonce ravit les environnants de l'usine Senchim. C'est un ouf de soulagement pour ces populations, à suivre les précisions du ministre Abdou Karim Sall. Et puis du clinquant dans cette édition, 552 milliards d'exportation des industries extractives, dont 220 pour l'or. C'est dans le rapport de l'ITIE 2017. Au Sénégal, malgré un taux de production enviable, le prix de l'or connaît constamment une flambée. Un yo-yo des prix que ne s'expliquent pas les clients et marchands. À suivre notre reportage. D'abord, ce drame à Kaffrine, 2 enfants portés disparus depuis hier viennent d'être retrouvés morts, noyés. Ils auraient été piégés par les eaux de pluie alors qu'ils tentaient de traverser la route reliant 2 villages. Plus de détails avec Omar Diaye. 2 jeunes talibés âgés de 12 et 13 ans sont morts noyés entre les villages de Taïba et Kurdemba. Partis demander le traditionnel Ndewenel. Les 2 enfants ont été piégés par les eaux et n'arriveront pas à sortir. Ce sont des jeunes, des talibés qui quittaient Sanchimandar, qui venaient pour demander de l'aumône pour la Tabaski à Taïba. Parce qu'ils étaient à Taïba pendant la période la saison sèche pour passer les études à Taïba. À la 2e jour de la Tabaski, ils décidaient de venir à Taïba pour demander de l'aumône. En pleine route, ils viennent ici, en ces rivières, pour pouvoir le traverser et venir à Taïba. Mais ils ne savent pas comment faire ou bien où passer pour venir à Taïba. Ils se sont noyés. Selon les populations, cette route défectueuse en période d'hivernage a fait d'autres victimes auparavant. C'est pourquoi le maire de la commune de Katiot, El Hadji Cheikh Gueye, lance un appel aux autorités. ndax boo demee Katakal Taïba boo demee Katakal bëgg naa nga dem foofu ndax boo gisee dema pont bañ fa defoon booba dafa dagg ba fi mu nekk nii boo fa demee sax yow da ngay waar ne leen Katakal Taïba xur woowu bëgg na ngeen jàppale ñu ci pont Lage Kacot bëgg naa ngeen jàppale ñu ci fi mu nekk nii ci sunu yoon yi ci sunu xur yi ba nit ñi mën a dem ak a ñëw loolu ñu ngi koy ñaan état mu jàppale ñu ci. Depuis le début de cet hivernage, c'est le 2e cas de noyade enregistré. Le dernier en date a eu lieu à Darouanar, dans la commune de Mabo. Merci Omar. Et puis journée de prière à la mémoire de Bassirou Faye. Les étudiants de l'UCAD se rappellent leurs camarades tués le 14 août 2014. 5 ans après le drame, l'épineuse question des bourses n'est toujours pas réglée. La famille de la victime regrette la réduction de la peine de Mohamed Bougaleb, condamné désormais à 10 ans au lieu de 20 ans pour le meurtre de l'étudiant. C'est un sujet de Koumba Amatlo et Pape Sango. 14 août, une journée décrétée noire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 5 ans après la disparition de Bassirou Faye, l'on se souvient de l'étudiant encore mort en martyr. Une page difficile à tourner, même 5 ans plus tard. 5 ans déjà que notre frère Bassirou Faye avait été tué par les forces de l'ordre au sein de cet espace universitaire même, alors qu'il ne faisait que réclamer ce qui lui revenait de droit, à savoir sa bourse. Donc, comme à l'accoutumée, c'est une journée décrétée noire dans toutes les universités sénégalaises du Sénégal. Et nous profitons aussi de cette occasion pour déplorer de tels actes. Les retards dans le paiement des bourses, un problème récurrent qui a coûté la vie à plusieurs étudiants. Ces derniers interpellent le président de la République. Ce qu'on a constaté jusqu'à présent, l'étudiant n'arrive pas à percevoir sa bourse correctement. Ce que nous déplorons, et d'ailleurs même nous avions déposé une plainte contre l'Ecobank qui gère aujourd'hui la question de la bourse des étudiants.
nous allons en profiter pour lancer un appel directement au président de la République pour lui dire que actuellement les étudiants souffrent. Du côté de la famille du défunt, la douleur est toujours vive. Son frère déplore la réduction de la peine du présumé meurtrier. Et je me souviens bien, lorsque le président avait appelé mon père lui a dit deux choses. Que celui qui a tué mon fils soit reconnu, ensuite puni par la loi. Une personne qui a tué un étudiant, un policier qui devait défendre les étudiants, parvient à les tuer, mais ça c'est vraiment autre chose. C'est autre chose. Il devrait purger une peine maximale. Pour rappel, l'étudiant Bassirou Faye a été tué lors de manifestations à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'accusé, le policier Mohamed Bougaleb, a été condamné à 10 ans de travaux forcés plus une amende de 50 millions de francs CFA, une peine contestée par les proches de Bassirou Faye. Et ce soir, c'est le père de Mohamed Bougaleb qui prend la parole sur TFM. La famille Bougaleb clame haut et fort l'innocence de leur fils. 5 ans après le meurtre, Oumar Bougaleb est formel. Son fils Mohamed n'est pas l'assassin de Bassirou Faye. Aminata Baresso et Diafaraba. Derrière cette silhouette, un père de famille meurtri, peiné par l'emprisonnement de son fils, Sidi Mohamed Bougaleb. En ce jour anniversaire de la mort de l'étudiant Bassirou Faye, le père du policier cité dans cette affaire accepte de parler. Si j'étais le seul à le dire, on comprendrait que je fais du parti pris. Mais même ses chefs de corps, tout le monde, et même ses co-détenus, Salou Ndao Tombowali, ont tous affirmé que Bougaleb a été évacué à 11h et qu'il n'est jamais revenu sur les lieux. Au moment du crime, il était au camp Abdou Diassé. Donc je maintiens toujours que Bougaleb n'a rien fait. Oumar Bougaleb nous replonge dans ses peines, ses souffrances. Depuis ce 14 août 2014, un épisode sombre fourmille dans la tête du père. Balistique. Deuxièmement, c'est qu'il a rendu ses cartouches. Comment peut-il complet les 5 cartouches dont il a été doté? Comment donc pouvait-il quitter l'école-police, revenir sur ses pas et aller tirer sur Bassirou Faye? Entre le regard de la société, privation de liberté, la famille Bougaleb dit vivre une injustice bien planifiée. Lui aussi, il a perdu 5 années de sa vie. Sa famille s'est disloquée. Récemment, la Cour d'appel de Dakar a revu la peine de 20 ans à 10 ans de prison pour Sidi Mohamed Bougaleb, mais le père ne compte pas baisser les bras. Parce qu'il ne s'agit jamais question de demander une grâce dans la mesure où il n'a rien fait. Qui demande grâce accepte qu'il a commis un préjudice. Il espère revoir son fils blanchi par la justice sénégalaise, mais d'ici là, Oumar Bougaleb cache bien son amertume et s'en remet à la volonté divine. Merci Aminata. Et puis restons toujours dans le chapitre judiciaire. Les avocats de Guy Marius Sagna ont introduit une demande de liberté provisoire pour leur client après son audition ce matin par le doyen des juges. Maître Moussa Sarr est optimiste quant à la suite du dossier. Tout de même, il n'écarte pas une saisine de la Cour de justice de la CEDEAO. Il est avec Mambiram Diouf et Amadouba. Conformément à ma qualité d'avocat, je ne peux pas violer le secret de l'instruction. Ce que je puis vous dire encore une fois, il a répondu à toutes les questions. Nous sommes optimistes. Nous maintenons notre position que Guy Marius Sagna est en détention illégale. Il n'a commis aucune infraction. Il n'est pas l'auteur du poste, il n'est pas l'auteur du contenu du poste. Par conséquent, nous restons optimistes et pensons qu'il va recouvrer la liberté le plus rapidement possible. Nous l'espérons. Et nous nous battons pour ça. Il se porte comme un charme, avec un moral inoxydable, alhamdulillah. Nous espérons qu'il sera libéré le plus rapidement possible. Nous le souhaitons et nous nous battons pour ça. Et nous envisageons de saisir la Cour de la CEDEAO pour détention arbitraire au cas où Guy ne serait pas libéré le plus rapidement possible. Et puis ce n'est pas le concours général, mais c'est tout comme pour ces détenus mineurs. Des enfants en conflit avec la loi est placé sous éducation surveillée, honorée par l'État via l'administration judiciaire et la direction de l'éducation surveillée. Ces enfants venus des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor ont eu des résultats très satisfaisants dans les établissements où ils ont été placés par l'administration judiciaire. La cérémonie de récompense a eu lieu à Ziguinchor en présence des parents d'élèves sous la présidence du gouverneur. Suivant à ce propos les explications de l'inspecteur régional de l'éducation surveillée, Abdoulaye Djité, avec notre équipe dans le sud.
C'est des enfants qui en fait ont connu des difficultés majeures dans leur processus de socialisation et pour qui il n'y avait aucun espoir de rétablissement de ce lien avec la scolarité. Et il y a des enfants également qui étaient devenus, compte tenu de la pesanteur et de la surcharge psychologique, étaient devenus véritablement réfractaires à toute forme d'encadrement. Et aujourd'hui, si on leur enseigne le même programme enseigné dans les autres écoles publiques et qu'ils en fassent des résultats de cette nature-là, au point même d'être évalués positivement aux différents examens et concours, cela veut dire qu'effectivement, il y a un effort très énorme que ces enfants-là ont compris et soutenu par, n'est-ce pas, l'encadrement et l'accompagnement psychosocial des spécialistes que sont les éducateurs spécialisés sur le champ social. C'est des enfants de tout le ressort de la cour d'appel qui couvrent la région de Casamance, la région de Sédhiou et la région de Kolda. Le prix, il est destiné à ce que, comme je l'ai dit tantôt, à gratifier, à reconnaître l'effort d'un enfant. Parce que quand même, l'enfant a besoin qu'on lui dise, c'est bien. L'enfant a besoin que vos efforts-là sont reconnus. Parce que les enfants qui, durant toute leur vie, n'ont connu que des insultes, n'ont connu quand même qu'un prisme quand même très négatif qui les a enfoncés plus qu'il ne les a aidés. Et puis allons dans le nord maintenant, marche des populations de Buntundur, Ndainda et Djaplembam. Elles réclament la fermeture de l'usine de transformation de la farine de poisson, une usine source de problèmes sanitaires et environnementaux selon les riverains. Ousseynou Diop, Habib Sek. Les populations des villages de Ngaïna, Buntundur, Mbambara, Kerbarka et Djelembam ont organisé cette marche pour dénoncer l'implantation de l'usine de transformation de la farine de poisson installée au bord du fleuve depuis quelques mois. Pour les manifestants, les populations tombent malades à cause de l'odeur nauséabonde que dégage l'usine chinoise. La difficulté, c'est que nous ne vivons plus. Nous ne mangeons plus. Ces odeurs nous trouvent dans nos maisons, se trouvent dans nos chambres, se trouvent même sur nos habits. En dehors de ces nuisances olfactives, nous respirons de l'air pollué. L'usine a occasionné plusieurs dégâts dans cette localité, selon les populations des 5 villages concernés. Nous continuons à subir ces odeurs-là. C'est des nuisances. Nous ne pouvons plus continuer. Le chef de l'État lui-même dit qu'il nous faut un cadre de vie décent. Ce cadre de vie-là, nous ne l'avons plus. Très en colère, les populations du département de Saint-Louis réclament la fermeture de l'usine. Que cette usine, on ne parle plus d'éliminer les odeurs, mais on veut que cette usine ferme. En tout cas, ils sont libres de faire autre chose, mais nous ne voulons plus que cette usine produise de la farine de poisson parce que nous n'en voulons plus. Parce que c'est devenu un problème de santé publique. À Buntundur, Ngaïna, Kerbarka, Mbambara et Djelembam, les populations souffrent à cause de cette usine de transformation de farine de poisson implantée dans la zone et dont elles exigent l'arrêt des activités. D'ailleurs, elles avertissent que la prochaine fois, les populations vont passer à la vitesse supérieure. Et puis bientôt le bout du tunnel pour les environnants de l'usine Senchim. Les 500 tonnes de déchets toxiques seront incinérées dans les fours des cimenteries du pays. Abdou Karim Sall était sur place 2 mois après sa visite alerte. Suivons-le avec Asmalik Diop et Salif Sow. On revient aujourd'hui pour constater par nous-mêmes de l'état d'avancement de ces différents travaux. C'est heureux aujourd'hui de constater que ce plan d'action que nous avions concocté ensemble est en train d'être déroulé dans d'excellentes conditions. Les travaux avec les cimentiers se déroulent dans d'excellentes conditions. Des prélèvements en guise de test sont envoyés au niveau de ces cimenteries pour éprouver, pour constater bien entendu quels sont les types de produits. Je pense que vous avez vu tout à l'heure les fûts qui présentaient des signes de faiblesse. Il y a eu une opération qui a consisté à transvaser les produits qui étaient dans ces fûts et ces fûts sont aujourd'hui dans des conteneurs en train d'être envoyés au niveau des cimenteries pour être incinérés, qui va nous permettre de déboucher vers comment dirais-je, l'incinération à grande échelle des 500 tonnes que nous avions identifiées et que nous avions trouvées sur site. Et puis après la Tabaski, l'heure du bilan pour les professionnels du secteur. Les acteurs de l'assurance, du bétail et de l'élevage se sont réunis pour lister les difficultés des éleveurs concernant l'assurance.
Le vol de bétail n'est plus le premier risque dont font face les éleveurs, mais le retard, voire la rareté des pluies, selon une étude de l'initiative prospective agricole et rurale, IPAR, l'assurance de l'élevage pastoral pose toujours problème. Des recommandations ont ainsi été formulées. Maguette Souare Diallo et Pape Sangone Baye. Le vol de bétail, loin d'être aujourd'hui la plus grosse frayeur des éleveurs. En pole position, l'assurance du bétail, le retard de la pluviométrie, véritable facteur à risque selon l'initiative prospective agricole et rurale. De plus en plus, il y a les risques liés au déficit pluviométrique qui ressortent comme un des risques les plus importants que les éleveurs veulent assurer. Jadis, on pensait que c'est le vol du bétail qui était le risque le plus important auquel les éleveurs veulent s'assurer. Là, on se rend compte que le vol du bétail vient après les risques de déficit pluviométrique, parce que tout simplement on voit de plus en plus qu'il ne pleut plus assez. Et donc les éleveurs mettent maintenant en avant ce risque. Une étude menée par l'IPAR qui démontre toutefois que l'assurance classique ne s'adapte pas facilement à l'élevage pastoral. Pour l'élevage, les produits d'assurance qui existent actuellement ne sont pas adaptés au secteur. Donc il y a des produits d'assurance élevage qui existent, mais c'est plus pour l'élevage intensif. Donc pour l'élevage pastoral qui est très mobile et qui se trouve dans des zones très reculées du pays, les produits d'assurance qui existaient n'étaient pas très adaptés aux besoins de ces éleveurs-là, parce qu'il fallait assurer par tête de bétail. Pour régler les préoccupations des éleveurs, des recommandations ont ainsi été formulées. Donc les recommandations, c'est de pousser le dialogue encore. Donc nos résultats viennent tout simplement contribuer à l'ensemble des études qui ont été faites jusque-là. Il faudrait également des études supplémentaires pour voir, parce que ça c'est seulement les perceptions des éleveurs. C'est un pas, c'est une réponse parmi beaucoup de questions qui sont posées. Comment maintenant mettre en œuvre ou bien créer de manière plus précise un produit d'assurance qui réponde parfaitement au risque des éleveurs. L'assurance du bétail semble être à la traîne dans un contexte marqué par une rareté des pluies qui entraîne une baisse de la productivité. Merci Maguette. Et puis Air Sénégal va vers un changement de ses heures de vol à destination de Paris à partir du 27 octobre prochain. L'annonce a été faite par le directeur de la compagnie lors d'une rencontre avec ses partenaires aéroportuaires et institutionnels. Suivons Ibrahim Akan avec Djariatou Fall et Younous Diatta. Déjà, j'ai le bonheur et le plaisir d'annoncer les premiers changements qui auront lieu à partir du 27 octobre de cette année déjà, que nous allons passer l'horaire de Paris, c'est ça qui est important, de nuit. Donc Air Sénégal va voler de Dakar vers Paris à partir de 0h35, départ de Dakar, arrivée à Paris à 7h du matin, départ de Paris à 9h et arrivée à Dakar à 13h30. Nous sommes en train de construire le hub de Dakar. Le hub de Dakar qui va alimenter à la fois la sous-région et les destinations intercontinentales que sont l'Europe et bientôt les États-Unis. Nous avons les niveaux de ponctualité, le niveau de service à nos clients les plus élevés de la plateforme de Dakar. Air Sénégal a également sur la période estivale est numéro 1 sur la destination Paris avec plus de 40% de part de marché devant nos partenaires et compétiteurs. Et puis parlons maintenant du secteur extractif au Sénégal et pas pour une fois pas du pétrole ni du gaz mais plutôt de l'or. Les exportations des industries extractives s'élèvent à 552 milliards de francs CFA dont 220 pour l'or. C'est dans le rapport ITIE 2017, le Sénégal roule sur l'or. Le paradoxe est que dans le petit commerce, à l'Alourous ou dans le commerce intérieur de façon générale, les marchands ne s'expliquent pas la cherté du gramme d'or. Tenez, en ce moment, par exemple, une hausse de 2000 francs est enregistrée sur le gramme. Maïmouna Ndiaye et Jafaraba. À pareil moment, la roue rousse du marché tilien était animée. Des familles de pèlerins prenaient d'assaut ces allées. Cette année, la réalité est tout autre.
Si vous prenez le 18 carats de grammes qui était vendu à 23 000 francs CFA, aujourd'hui, il coûte 25 000 francs CFA. Pour le 21 carats, au lieu de 26 000 francs CFA, le prix est fixé à 28 000 francs CFA. Le gramme de 11 carats coûte 15 000 francs CFA au lieu de 11 000 initialement. La situation peut revenir à la normale, peut-être après le gamou, car c'est la réalité du marché international. Cette cliente a fait le tour des bijouteries. Elle n'arrive toujours pas à comprendre cette flambée des prix. Aujourd'hui, tu peux l'acheter à 23 000, le lendemain tu viens, on te dit c'est à 26 000 francs. Et on ne connaît pas la cause. Donc c'est vraiment, on peut nous aider sur ça. Et c'est à subventionner. Je ne le dis pas, mais on ne peut pas dire qu'on a Sabodala et n'empêche qu'on achète toujours le prix de l'or à des prix exorbitants. Au Sénégal, un contraste est là. Et pourtant, nous avons Sabodola et d'autres localités où on exploite de l'or, mais cela n'a aucune incidence sur le prix de l'or. La flambée peut subvenir à tout moment. Malheureusement, les clients n'arrivent pas à comprendre les explications que nous leur donnons. Cela ne dépend pas de nous, mais plutôt des cours mondiaux. Une solution dégagée par ces bijoutiers, un accompagnement de l'État pour mieux vendre la production locale. Merci Maïmouna. Et puis un mot de sport avant de boucler cette édition Afrobasket 2019. Les Lions ont décroché leur qualification en quart de finale de l'Afrobasket après leur victoire hier face à l'Égypte 85-47 avec une très belle prestation de Ndaïsen, meilleure marqueuse avec 17 points. Le coach Cher Sarr est très ravi de la prestation de la Saint-Louisienne et de l'équipe en général. Nous l'écoutons avec Mamadou Ndiaye et Massaer Ndiaye. Je pense qu'on a beaucoup de difficultés à démarrer et ça me manque d'explosivité un peu au départ. Après, voilà, quoi. Et tu ajoutes des changements, ça plombe un peu le groupe, quoi. Mais je pense qu'on a quand même su rectifier après. Parce que je pense qu'on a eu une équipe très agressive offensivement, surtout en transition. Vraiment, ils nous ont beaucoup dominé sur ça. Surtout le numéro 8 a mis quand même 10 points sur transition à elle seule. Après, on a su l'arrêter, quoi. Voilà. Mais bon, mode diesel, c'est la réalité. Essène, c'est notre joueuse Gombo. Gombo, ça veut dire qu'elle peut jouer 1 comme 2. Donc, à chaque fois, il y a un problème. C'est elle qui va gérer ça, quoi. Même si la balle la transition est lente, elle rentre pour accélérer le jeu. On a des difficultés dans la pénétration, elle provoque des fautes pour sortir de la balle, c'est son jeu. Donc nous, ce jeu de combo-là, Yacine peut jouer ce rôle, okay? Mais bon, pour le moment, on va cacher un peu le truc. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre justement plus d'actualités sportives avec Malal Junior Gagne dans votre magazine Maximum. Restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.